Salut tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va passer en revue une miniature pas très commune. C'est une Horch 851 Pullman au 1/18e, une miniature réalisée par Rico. Une miniature qui est plutôt volumineuse et qui va nécessiter quelques contraintes au niveau du plateau. Voilà. Comme d'habitude, cette vidéo se déroule en 3 temps. Première partie, découverte en musique de la miniature. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la Horch 851. Troisième partie, je vous présente cette miniature Rico en 18e. C'est parti en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une Horch 851. C'est une miniature qui est pas très commune et c'est un modèle qui est encore certainement moins connu. Laissez-moi vous retracer très brièvement l'histoire de Horch. Alors pourquoi très brièvement? Parce que déjà c'est une marque que je ne connais pas plus que ça et qui n'est pas forcément ultra accessible et facile à aborder parce qu'il y a pas mal de modèles, pas mal de versions. Et surtout, on est sur une voiture de 1935. Alors, quel est le problème avec l'année 1935 ? J'ai pas de problème avec cette année-là. C'est juste que à l'époque, on pouvait avoir un fabricant et un constructeur pour un châssis, mais on pouvait également emmener sa voiture chez un carrossier. Ce qui fait que on pouvait avoir deux designs totalement différents pour une même voiture. Commençons par rappeler brièvement l'histoire de Horch. Cette marque-là, elle est née sous l'impulsion de Auguste Horch en 1899. À cette époque-là, c'est un passionné et c'est également un talentueux ingénieur qui va réaliser plusieurs voitures, d'abord avec des moteurs à 2 cylindres, mais la consécration viendra au tout début du XXe siècle avec le fameux modèle 4 cylindres qui a notamment remporté une course, la Erkonen, qui s'est déroulée en 1906 et qui a donc été remportée par une Horch. C'est donc un très beau coup de pub qui permet de valoriser un petit peu les produits. Puisque le plateau est un petit peu petit, je vais faire tourner la miniature à la main pour que vous la présentez sous différents angles. Alors, il faut savoir que les Horch, elles ont pour objectif de se positionner comme des modèles haut de gamme. Des modèles haut de gamme avec de très belles lignes, une dotation très riche, et c'est justement ce qui a permis de populariser les modèles Horch. Performance, équipement. Bref, deux recettes qui marchent plutôt pas mal. Il faut également savoir que Paul Daimler a rejoint, il fut un temps, l'équipe de Horch pour participer au développement des modèles. Et je pense vraiment que cet homme-là a largement inspiré le style des modèles qui ont suivi, en allant vers plus de rigueur, plus d'équipement et toujours une image plus haut de gamme. Il faut savoir malheureusement également que Horch a été évincé de sa propre marque. Alors effectivement, Horch a reçu pas mal d'argent, ce qui lui a permis de rebondir sur de nouveaux projets et notamment de fonder une marque aujourd'hui bien connue, Audi. Pendant ce temps-là, Horch a été reprise et la production a continué en allant vers toujours plus de haut de gamme, des finitions toujours plus prestigieuses et des modèles toujours plus imposants. Le modèle que je vous présente et que vous avez face à vous, c'est un modèle de 1935. Mais on ne peut pas parler de ce modèle-là sans parler de ce qui s'est passé en 1932. À cette époque-là, il faut savoir que Horch, DKW, Wanderer et Audi se sont rejointes sous la forme d'un consortium pour fonder une seule marque, Audi. Néanmoins, la production Horch, elle a continué encore quelques années, avec notamment les gammes 850 et 950. Ici, on est donc sur un modèle 850 dans la version Pullman, c'est-à-dire une version limousine, relativement spacieuse,
et qui portait le nom de 851. Il y avait également deux versions sportives, en l'occurrence les 853 et 855. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce modèle-là, il était motorisé par un moteur de 5 litres de cylindrée, c'était un 8 cylindres en ligne, qui développait une puissance de 100 chevaux. Aujourd'hui, c'était pas beaucoup, mais à l'époque, c'était vraiment pas mal du tout. Ce modèle-là, il a donc connu un beau succès. Il a notamment été conduit par plusieurs chefs d'État et personnalités importantes d'époque, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là encore, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et toujours est-il que les Porsche ont continué d'entretenir une image véritablement très luxueuse et très prestigieuse. Allez, on va faire retourner un petit peu la miniature et on va parler un petit peu du design du modèle. On est donc sur un modèle au design assez fort, avec notamment une calandre verticale très imposante qui peut rappeler un petit peu ce qu'on a eu chez Rolls-Royce il fut un temps. On a une ligne de caisse qui est relativement classique dans sa forme, mais qui fait vraiment très prestigieuse, avec toujours beaucoup de chrome. Je rappelle qu'on est au milieu des années 30, et qu'à l'époque, on était pleinement dans les canons de beauté d'époque. Ce modèle-là, on l'a donc en version Pullman, ce qui correspond à la version la plus longue, avec l'empattement le plus important, et c'était en fait véritablement un modèle à vocation familiale. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur Porsche. Alors aujourd'hui, la marque a totalement disparu, sa disparition a été actée en 1956, mais encore aujourd'hui, ce sont des voitures d'initiés qui séduisent véritablement un public amateur de belles anciennes de prestige. Il faut savoir qu'en son temps, Porsche était à un niveau de prestige assez important. On était, je pense, pas loin de Rolls-Royce et peut-être même à équivalence. Si vous en savez plus en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos connaissances. Maintenant, il va être temps de parler un petit peu de la miniature en question. C'est la première Porsche que je vous présente sur la chaîne. C'est une miniature que j'ai achetée il y a, je pense, un petit peu plus d'un an, que je ne vous ai encore jamais présentée, parce qu'elle avait tout simplement quelques petits défauts et je tenais à les corriger avant de vous la présenter. Maintenant, c'est également la première Ricoh que je vous présente. Alors Ricoh, c'est un fabricant de voitures miniatures, principalement au 18e. Il se concentre pas mal sur les modèles anciens, mais il y a également quelques productions contemporaines, notamment ce Cadillac Escalade ESV que j'ai eu il fut un temps et que je regrette énormément d'avoir vendu. Les Ricoh, c'est des modèles qui sont positionnés comme de bons milieux de gamme, mais on n'est clairement pas sur du haut de gamme parce qu'il y a quand même quelques petites lacunes par endroit. Sachez également que la miniature que vous avez face à vous et que j'ai face à moi, c'est un modèle ancien. Je ne pourrais pas vous dater exactement l'âge de cette miniature-là, mais je pense qu'elle a au moins 15 ans, peut-être pas loin de 20 ans. Donc il faut être indulgent sur certains points, mais on va voir ensemble qu'il y a certaines choses qui sont très sympas. Parce qu'à l'époque, c'est pas si vieux que ça non plus quand même, mais il faut savoir que les miniatures étaient quand même simplifiées par rapport à aujourd'hui. On avait des contraintes en plus et des contraintes en moins, et ce qui fait qu'à l'époque, on pouvait plus facilement se permettre d'avoir tous les ouvrants, parce qu'on n'hésitait pas à avoir des charnières qui étaient un petit peu plus visibles que ce qu'on a aujourd'hui, donc ça permet d'avoir des miniatures qui sont full ouvrantes, et relativement intéressantes, même si forcément il y a des détails qui sont un petit peu plus grossiers que ceux qu'on a de nos jours. Alors, comme d'habitude, la vidéo se déroule au smartphone, on va faire la découverte de la miniature sous tous les angles, et je vais vous la présenter. Allez, on commence par parler un petit peu de l'avant. Oh là là, mon Dieu, quelle gueule. Elle est vraiment impressionnante. Ce qui est très marrant sur cette Porsche 851, c'est que l'on a 1, 2, 3 phares. À l'époque, c'était relativement commun. On a également des optiques additionnelles qui prennent place là. Alors, en matière de finition, globalement, c'est pas terrible. On a des points de fixation qui sont très apparents. Cette partie-là, elle est en plastique très bas de gamme, c'est pas très joli. Mais malgré tout, ça a le mérite d'être là. Alors la calandre, c'était l'une des parties défectueuses de ma miniature. Je l'ai remise en peinture. La peinture, malheureusement, elle n'est pas hyper nickel. Le chrome, c'est assez difficile à refaire. Et il y a quelques petites parties qui sont altérées et que je n'ai pas voulu aggraver davantage. La miniature en elle-même présente plutôt pas mal. On a des proportions qui sont assez bien reproduites. La mise en peinture est plutôt jolie, même si la peinture a pas mal vieilli et qu'il y a des lacunes par endroit. Donc l'avant est globalement correct, le pare-choc est plutôt bon aussi, même s'il est malheureusement très plastique. Ce serait très intéressant de faire une patine sur cette miniature-là.
D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, je pense, ma miniature est de couleur noire. Alors clairement, c'est pas une teinte coup de cœur. En fait, cette miniature-là, je l'ai achetée sur un coup de tête. Je n'ai absolument pas réfléchi. Enfin si, après l'avoir achetée. Mais j'ai découvert après qu'elle existait notamment en rouge et en vert. Et autant vous dire que j'ai énormément de regrets de ne pas l'avoir prise en vert plutôt qu'en noir. Alors, au niveau du profil, eh bien, on retrouve des jantes qui sont couvertes d'un enjoliveur en chrome. On a des pneus qui sont en caoutchouc, qui sont pas trop mal. Ils sont texturés sur les tranches, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. On a également des roues de secours qui sont apparentes et qui bénéficient du même traitement et de la même rigueur au niveau de l'enjoliveur. Les rétroviseurs, ils sont plutôt intéressants aussi dans le sens où ils prennent place directement sur la roue de secours. Alors l'ensemble en matière de finition, c'est pas exceptionnel, très clairement c'est pas très beau, mais ça ajoute du détail, et justement le détail c'est quelque chose que j'aime bien sur les miniatures, donc je trouve que ça a clairement du sens. Pour revenir sur la calandre, on a également le logo Orch qui prend place sur la partie supérieure, élément que j'ai également dû remettre en peinture, et malheureusement ça s'est pas hyper bien passé. Le logo Orch qui apparaît également au niveau de la calandre, d'ailleurs on est clairement sur le bouchon diffuseur, je me suis mal exprimé. Les clignotants apparaissent sur les ailes, des ailes qui sont d'ailleurs superbement galbées. Franchement, la ligne, elle est assez incroyable, j'aime vraiment beaucoup. Le capot moteur est également assez volumineux et on note qu'il y a une charnière sur la tranche au centre. Parce qu'en fait, le capot s'ouvre tout simplement en deux parties, je vous le montre juste après. On a également des marchepieds, parce qu'à l'époque, c'était totalement dans les codes d'époque. Et ça permettait d'assurer la liaison entre les ailes avant et les ailes arrière. Au niveau du profil, alors on n'a malheureusement pas de vitres sur les portes. Je vous rappelle, on est sur une miniature assez ancienne et ce genre de choses là, c'était pas systématique malheureusement. Les poignées de porte sont des pièces rapportées en plastique, assez fragiles, mais globalement elles ont le mérite d'être là, donc c'est plutôt correct. Au niveau de la ligne de caisse générale, c'est bon aussi. On a des pourtours de vitres qui sont chromés, donc ça en matière de réalisme, c'est pas mal du tout. Le toit, il est en toile. Bon, sur la miniature, il est réellement en plastique, mais il présente plutôt pas mal. La cellule arrière est assez intéressante aussi, donc je vous rappelle qu'on est sur une version Pullman, donc c'est une version limousine, qui se caractérise en fait par le fait qu'elle ait une troisième vitre de custode, qui permet même ici d'accueillir une troisième rangée de sièges. Ça, on le voit un petit peu après. À l'arrière, on a une malle assez épaisse. On a également une vitre qui est là. Vitre qui d'ailleurs, on le voit sur mon exemplaire, est désolidarisée. Je viens seulement de la voir, donc il faudra que je la remette en place. Pour rappel, c'est une miniature qui est déjà très vieille. On a également des optiques qui sont de simples pièces mises en peinture. C'est pas terrible. Les pare-chocs sont également très plastiques dans leur traitement. Les plaques d'immatriculation, c'est du rajout perso. Vous avez un tutoriel ici. La sortie d'échappement est complètement bouchée. Donc là, encore une fois, miniature d'époque, il faut faire des compromis. Et donc voilà ce que je pouvais vous en dire un petit peu. Donc c'est une miniature qui présente globalement bien, mais qui accuse clairement le poids des années. Au niveau du châssis, alors rien d'exceptionnel, mais la ligne de caisse, enfin la ligne d'échappement est bien reproduite. On a bien les différents silencieux. La direction qui est fonctionnelle, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Les suspensions sont-elles fonctionnelles ? Non. Non, c'est pas très grave. Passons maintenant au niveau des ouvrants. On va commencer par l'ouvrant le moins intéressant, c'est la malle de coffre. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette malle de coffre ? Rien. Mais là encore une fois, si vous voulez faire un diorama, c'est sympa d'avoir cette partie-là qui peut être ouvrante. Les charnières sont également pas très belles, mais bon, c'est pas hyper important. On peut également ouvrir le capot, ou plutôt les capots, en ouvrant ce battant, enfin les battants. Alors c'est pas très fragile, mais vous voyez qu'on a un battant qui est en deux ouvrants. Ça permet en fait d'admirer la reproduction du moteur à 8 cylindres. Alors moteur qui est reproduit assez simplement, mais il a le mérite d'être reproduit justement. Donc globalement c'est plutôt pas mal. Ouvrons également le côté gauche de notre capot, mais vous verrez que globalement il n'y a pas de différence majeure. Alors effectivement, c'est pas hyper simple à ouvrir, l'appréhension est assez compliquée et surtout il y a la problématique d'essayer de ne pas faire de dégâts sur cette miniature qui est déjà un petit peu fragile.
Bon, bah écoutez, il va rester fermé, c'est pas très grave. On a également 4 ouvrants pour finir. On a les portes avant, qui sont à ouverture antagoniste, et qui ont un débattement qui est assez important. Alors la miniature est un petit peu sale, j'en suis navré. Alors le poste de conduite, il est plutôt pas mal fait en vrai, c'est bien. On a un volant qui est bien reproduit, on a du détail. Alors bien sûr, on n'est pas sur une miniature haut de gamme, hein, je me répète. Mais on a un rendu façon bois qui a été fait. Bon, dans les faits, c'est juste de la peinture marron. Ça a fait le travail, le levier de vitesse est correct aussi. Le volant, bon, il est passable. Le niveau de finition est assez simple, mais ça va. Le ciel de toit n'est pas habillé. On a également les portes arrière qui sont ouvrantes et qui sont également antagonistes. C'est-à-dire qu'elles s'ouvrent de l'avant vers l'arrière. On a accès directement au 3e rang, donc avec 2 sièges qui sont séparés par un accoudoir central qui peut être relevé. Et on a également le 2e rang avec des sièges qui sont rétractables. Donc des sièges qui sont un petit peu plus simples que ceux de l'avant, mais qui sont globalement corrects. Encore une fois, quand cette miniature est sortie là, on n'était pas dans l'idée de la reproduction parfaite. L'idée, c'est aussi d'avoir une miniature qui soit fonctionnelle et qui soit, entre guillemets, jouable. Donc le fait d'avoir ces sièges-là, même si le mécanisme est un peu grossier, bah, au moins, ça permet d'avoir des sièges qui se rabattent réellement, et ça, c'est quand même plutôt sympa. La porte est également correcte, avec la manivelle pour l'ouverture, la seconde pour les vitres, une poignée de maintien, et la mise en peinture de ces éléments-là par le biais de plastique teint. À l'avant, c'est noir, à l'arrière, c'est bleu. De l'autre côté, on va retrouver ce même traitement avec donc du bleu, un siège rétractable et à l'avant, on a ce coup-ci un petit peu plus de visibilité avec cette banquette noire et cette planche de bord qui représente quelques compteurs mais qui est quand même globalement assez simplifiée. Donc l'intérêt de cette miniature-là, c'est notamment le fait qu'elle ait tous ses ouvrants. En matière de réalisme, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est le genre de choses que j'aime plutôt bien. Et il faut dire ce qu'il en est, à l'époque, les miniatures étaient quand même bien détaillées. Et le fait d'avoir tous les ouvrants, c'était quand même une vraie valeur ajoutée. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette Horch 851. Alors, vous l'aurez vu, j'ai été quand même un petit peu plus concis que d'habitude. Tout simplement parce que je manquais un petit peu de matière pour la partie historique. Mais je tenais quand même à vous présenter cette miniature-là, toujours dans cette optique de diversifier les modèles que je vous présente, et essayer de vous montrer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et pas juste, entre guillemets, des nouveautés. Quant au prix de cette Horch, il est assez variable, donc on est sur une miniature qui n'est plus produite depuis très longtemps, et il faut compter environ entre 40 et 90 € pour vous en offrir une. Alors sachez également que les prix varient fortement en fonction de la couleur et en fonction de l'état. Je vous conseille d'en prendre une en boîte parce que vu que la miniature est fragile, il vaut mieux qu'elle soit le mieux protégée possible. La référence, c'est 3209 et vous avez donc plusieurs coloris au choix. Voilà donc la présentation de cette miniature, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèles. Prenez soin de vous et de votre famille, qu'on ne dit pas qu'on est pirates, surtout en ville. Salut!